bienvenue pour ceux qui seraient en ligne sur le flux, donc le flux Aquarium. On va déjà commencer, donc Docs 2081 pour vous servir. Je vais commencer par une conférence sur les drones. Alors très compliqué de parler de l'intégralité de ce que sont les drones, tellement c'est large en fait en termes de spectre. Il y a les drones grand public, il y a les drones militaires, il y a les drones professionnels. Il y a les drones de racing, qui sont des drones qui sont en général faits main en achetant les composants les uns les autres. Donc voilà. Pourquoi l'aquarium déjà? Pourquoi ce flux s'appelle l'aquarium, même si ça coule pas de sens? C'est tout simplement parce que la salle dans laquelle je suis en fait est une salle qui est un petit peu dissociée de l'ensemble du pont de commandement, comme je l'appelle, où il y a d'autres flux. Et qu'il y a une grande verrière, donc on a l'impression d'être dans un bocal. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle l'aquarium, qui n'a rien à voir avec ce dont je vais parler sur les drones, ou après les conférences sur le jeu de rôle grandeur nature, ou le craft, ou les figurines, tout ça. Voilà, juste pour ceux qui se poseraient la question. Donc, les drones. Qu'est-ce qu'un drone? Comme je le disais juste un petit peu avant, c'est très compliqué d'y répondre, puisque ça peut avoir différentes formes. Ceux que j'ai devant moi notamment sont des drones quadricoptères. Donc ce sont des drones à 4 hélices, 4 moteurs. Mais ça peut exister en hexacoptère, octocoptère, donc 6 moteurs, 8 moteurs, moteurs couplés les uns sur les autres. Là par exemple, si on prend les quadricoptères, systématiquement il y a 4 moteurs. Un octocoptère par exemple, soit ça serait 8 moteurs répartis sur le même plan, soit ça peut également être 8 moteurs répartis 2 à 2 l'un sur l'autre. Donc une hélice au-dessus et une hélice en dessous par exemple. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage c'est que c'est beaucoup plus stable, l'inconvénient c'est qu'il faut forcément des hélices contrarotatives. Les moteurs étant inversés, c'est pas un souci, ça peut se faire. Un petit peu d'historique pour commencer. Le drone, mine de rien, on peut considérer que ça a déjà une centaine d'années en fait. Ça a commencé directement avec les drones, surtout d'application typée principalement militaire, puisque dès les débuts de l'aviation, on va dire mondiale, l'homme n'a cessé de vouloir également faire des aéronefs, aéroplanes ou autres, sans pilote. Bien entendu, il n'avait pas la technologie électronique actuelle pour tout ce qui était guidage, donc c'était forcément des drones mécaniques, donc plutôt à portée un peu comme les torpilles en fait. On envoie la torpille, elle est très légèrement guidée. C'est plutôt en fait un volet de direction qui va être bloqué dans une position qui va lui permettre de filer tout droit, ce qui est l'équivalent de tous les missiles aussi, sauf qu'ils sont maintenant guidés puisque avec les ailerons ou les dérives on peut également corriger leur trajectoire. Au départ on ne pouvait pas, bien évidemment. Le seul moyen aurait été justement de faire ce qu'on appelle du kamikaze, d'embarquer un homme qui était sacrifié, ce qui s'est également fait pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment avec les kamikazes japonais, qui se suicidaient littéralement avec leur avion pour couler des bateaux. Dans mon cas, je ne vais pas parler de militaire, puisque rien que ça sera un sujet d'une heure tout seul, minimum. Je vais simplement vous parler de ce qu'on appelle les drones consumer. Commencer par un franglais, c'est bien dès le matin. Consumer au sens grand public en fait. Donc c'est les drones d'accès grand public, et même dans les drones grand public, on peut considérer qu'il y a certaines catégories. Il y a les catégories des jouets qu'on va retrouver sur ma gauche, la mienne, hein, donc sur la droite à l'écran. Et ensuite, on va directement passer à la catégorie des drones dits vidéo-photo, qui est le central qui est en train de tourner et celui qui est à droite, qui permettent de faire de la vidéo-photo de très grande qualité, pour des prix somme toute assez corrects en fait. On parlera un petit peu de prix aussi, juste après. Donc voilà. Il existe aussi, en termes grand public, pour peu qu'on veuille un petit peu bricoler,
ce qu'on appelle le racing. Le racing, c'est tout simplement des courses de drones, des drones qui sont beaucoup plus rapides et véloces que ceux que j'ai moi sur la table, qui ne sont dédiés qu'à la course et qui sont très dépouillés, parce en général, ça va être une structure croix carbone sur laquelle vous allez mettre une batterie, une avionique de vol, des moteurs et une caméra, plus une antenne bien sûr, caméra transmission du flux vidéo pour voir ce qui se passe, puisque vous le pilotez en vue à la première personne, FPV, First Personal Viewer, ou View tout simplement. Et c'est tout en fait. Donc en fait ce sont des drones assez dépouillés qui en termes de style n'ont pas vraiment de style en fait. Donc voilà, ça c'était une catégorie, c'est pareil, je n'en parlerai pas. J'avais prévu de l'aborder avec un invité, malheureusement cet invité a dû décommander, donc je me limiterai aujourd'hui au drone consumer, c'est la partie que je connais le mieux personnellement. Donc voilà, donc pour commencer, les drones jouets, donc on va dire que c'est ceux qui sont arrivés, qu'on voit le plus souvent en général, un petit peu partout, puisqu'ils sont très accessibles en termes de prix. Les tout premiers vont commencer à une vingtaine d'euros pour vraiment les moins chers, mais pas forcément très qualitatifs. En gros, c'est un drone qui vole et point. Ça a été précédé notamment par ce qu'on appelle la petite mode des hélicoptères. Les petits hélicoptères Pico Z, c'est des petits hélicoptères qui n'étaient pas plus grands que 15 cm, qui étaient pilotés en infrarouge, donc ça avait quelques mètres de portée. On en a vu un peu partout à un moment, et ça a été supplanté assez rapidement, juste après, par donc les drones qui sont arrivés. Donc les drones quadricoptères, comme celui-ci, par exemple. Donc qui est tout simplement un petit drone avec une carène. Alors là, la carène, c'est les pièces plastiques qui permettent de protéger un petit peu les hélices si jamais le drone venait trop à se rapprocher d'un mur. C'est assez léger, on est de l'ordre de 70 grammes. Et ça a une autonomie d'environ 9-10 minutes. Celui-ci, c'est un Parrot. C'est pas le tout dernier qu'ils aient sorti. Donc voilà. Celui qui est à côté, en dessous, qu'on voit ici, c'est la même base. On retrouve les 4 hélices, le corps central, qui ressemble assez fortement, mais sur lequel il a été mis un profil d'aile. C'est-à-dire qu'on a écarté les hélices et les moteurs de manière à faire une sorte de... Tu cherches? D'accord, oui, c'est le fil bleu. Ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, il décolle à la verticale. Et ensuite, il y a une possibilité de piloter pour commencer à l'incliner. Et en fait, utiliser le phénomène d'effet planeur dû au profil des ailes. Donc c'est entre le drone quadrimoteur classique, quadricoptère, et en pseudo-planeur, pseudo-petit avion en fait. C'est pareil, c'est fabriqué par Parrot. Il en existe bien entendu beaucoup plus, il en existe des dizaines et des dizaines différents. Les plus petits vont faire dans les 4 à 5 cm, plus les hélices, ce qu'on appelle les nanodrones, et qui offrent déjà une possibilité d'avoir une petite caméra pour se diriger. Alors la qualité n'est pas terrible, c'est une toute petite caméra, mais ça permet de le piloter à vue dans une maison, puisque la portée c'est pareil, ne va pas excéder la vingtaine de mètres, très clairement. C'est en général soit piloté en RF, donc le pilotage classique par radiocommande et radiofréquence classique. Ça peut être également piloté dans le cas des drones Parrot directement en Wi-Fi ou en Bluetooth. C'est une particularité. Parrot a toujours développé des drones pilotés. En fait, en termes, les drones sont considérés comme des objets connectés chez Parrot, et donc c'est piloté directement en Wi-Fi. Il existe également plein de petits drones avec des carènes.
moi en parallèle, je vais en profiter pour déclencher l'application, puisque donc celui-ci étant un Parrot, il est piloté directement par une application. Il y a des tas de vidéos qui existent sur internet de ce point de vue là. Donc là il est en train de me le détecter. Je vais également utiliser une petite télécommande qui est quand même plus simple, qui a été sortie également, ce qui permet tout simplement d'être beaucoup plus précis avec les joysticks. Donc voilà, il vient de me trouver mon petit drone. Je vais appairer également la manette, donc il suffit de l'allumer. Alors c'est le seul drone que je vais faire voler ici. Ne vous attendez pas à ce que je fasse voler les deux gros monstres qui sont devant moi. Et d'une, c'est pas vraiment indiqué de faire voler des monstres comme ça en intérieur. Et de deux, ça ferait beaucoup trop de bruit. Et en fait, je n'aurais même pas pu faire voler le petit drone si je n'avais pas été dans l'aquarium en fait, puisque les autres flux entendraient le bruit du drone. Voilà, le flypad est détecté. Hop, c'est parti. On fait start. Donc je vais poser le micro et on va faire une petite démonstration. Voilà, on entend bien le bruit du drone. Alors ça fait un bruit un peu strident, je pense qu'on l'entend vraiment au micro. Mais donc ça se pilote très bien, c'est très stable, puisqu'il y a une caméra verticale qui permet tout simplement de rester en point fixe. Et l'altitude est contrôlée à la fois par un ultrason qui va tout simplement vérifier par onde radar où il en est. Et ensuite, on peut tout simplement le piloter comme on veut et faire ce qu'on veut. Il fait des loopings, alors je vais pas vous le faire ici parce que ça sera un peu compliqué. Mais il y a des routines de... Ah bah là. Ce que vous venez d'entendre, c'est tout simplement le drone qui vient de se cracher dans l'étagère parce que je me suis planté de sens. Donc voilà, tout simplement, là il va très bien, il n'y a vraiment pas de souci. Hop, on va éteindre ça. Allez, au revoir le drone. Touc. Et je vais tout simplement arrêter l'application, comme ça on n'est plus embêté. Tac. Voilà. Plus de son, plus de son, plus de son. Ah bon, plus de son. Ok. Voilà. Donc du coup, voilà pour ce petit drone. Donc vous l'aurez pu, je suis tout seul dans la pièce et donc il est littéralement 1,50 m de moins. Il s'est posé, il est encore allumé, mais c'est pas un problème. Voilà. Donc ces petits drones en fait permettent tout simplement de les piloter jusqu'à une vingtaine de mètres. On s'amuse très bien avec. On peut faire des loopings, on peut faire des photos verticales, puisque la caméra qui permet en fait de se stabiliser, faire que le drone fait un point fixe, permet également de faire des petites photos. Celui-ci ne fait pas de vidéo à proprement parler au sens je vois ce que voit le drone. C'est le cas avec les nouvelles générations, notamment les Mambo, où vous avez un petit plug vidéo caméra qui permet de faire justement un drone FPV mais en version jouet, comme on le fait avec les beaucoup plus gros mais qui ont une qualité vidéo bien supérieure. Voilà pour ce qui est des gros drones. On va passer directement dans le vif du sujet. Donc là vous en avez deux qui sont on va dire les deux concurrents directs. Celui qui tourne, c'est toujours un Parrot. Alors, pourquoi il y a beaucoup de produits Parrot sur la table et pas vraiment beaucoup d'autres, à part simplement un DJI Phantom qui est le blanc, à ma droite.
Je vais pas le cacher, je travaille moi-même chez Parrot en développement justement sur la branche des drones. Donc forcément les deux petits que vous voyez à ma gauche, dont celui que j'ai craché juste à côté, m'appartiennent. Celui qui est devant m'a été prêté, donc il ne m'appartient pas, même si je l'ai testé et il est vraiment très intéressant dans une utilisation bien spécifique que je détaillerai juste après. Et le DJI qui est à côté, par contre, il est également à moi. C'est-à-dire que le gros drone qui me permet de faire des vidéos et des photos, j'ai choisi en connaissance de cause, en testant différents produits, notamment les DJI et les Phantom et les Parrot, pardon. J'ai choisi un DJI. Et justement, j'en parlerai juste après. En termes mécaniques, on va commencer un petit peu par de la méca. Alors, je vais placer ça. En termes mécaniques, il y a plusieurs choses. Les drones qui ont une caméra, il faut forcément que cette caméra soit ce qu'on appelle stabilisée. Le drone, quand il vole, alors, viens là toi. Un drone, quand il vole, vous avez peut-être pu le voir avec le petit, il n'arrête pas de se stabiliser puisqu'il est en constante dérive en fait. Donc les algorithmes de vol, et notamment l'IMU, alors qui n'est pas l'algorithme, qui lui est le capteur, fait que les 4 moteurs sont en permanence en train de corriger leur régime pour stabiliser le drone à plat et également à un point fixe. Alors ce point fixe peut être géré quand on est à basse altitude justement par la caméra, puisqu'on retrouve la caméra. C'est le petit, alors vous ne le voyez pas ici, mais c'est exactement le même type de caméra qui est sur les petits drones, puisque c'est une caméra à courte portée. Et ensuite, ça va être géré directement par GPS. Pour les gros drones, c'est systématiquement le cas. Vous avez une stabilisation GPS, c'est-à-dire que quand vous lâchez les commandes du drone, à l'image du petit drone qui, lui, le fait uniquement par stabilisation vidéo, via la caméra, les gros drones le font directement par stabilisation coordonnées GPS. Ça veut dire que vous êtes en permanence relié à plusieurs GPS. En général, une stabilisation GPS requiert au minimum une dizaine de captations GPS. Ça, vous le voyez dans l'appli. Ça peut monter jusqu'à une vingtaine et vous êtes sûr que votre drone est bien stabilisé. Si vous le lâchez pendant la durée de l'autonomie batterie, il ne va pas bouger aussi bien verticalement. Ça, c'est géré à la fois par l'ultrason à courte portée, genre jusqu'à une dizaine, quinzaine de mètres. Au-dessus, si vous montez en altitude bien au-dessus, ça va être géré directement par le baromètre qui va capter la pression et qui va, par différence de pression au décollage et à l'altitude où vous êtes, il sait à peu près, il sait exactement à quelle altitude vous êtes monté. C'est des abacs et des courbes de pression qui permettent de savoir ça. Ça, c'est de l'aviation classique, c'est utilisé par absolument tous les drones. Donc du coup, vu que les drones sont en permanence en train de corriger leur position, dans le cas de présence de vent, par exemple, s'il y a un vent latéral, le drone va forcément, s'il y a un vent qui vient effectivement de ma droite, donc le drone va forcément s'incliner pour corriger et rester en position et contrer en fait le vent latéral. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'image, vous comprenez tout de suite que ça va faire une image inclinée. Sauf si votre caméra est stabilisée. Et pour la stabilisation, il existe 2 écoles qui peuvent être en plus mixées. La stabilisation numérique ou la stabilisation mécanique. La stabilisation numérique, c'est en gros, vous avez l'œil de la caméra qui vous donne une zone complète d'image. Dans cette zone complète, vous allez sélectionner simplement la partie qui est capturée en termes de flux vidéo. Ce qui veut dire que sur chaque bord de cette partie vidéo, vous avez toute une partie que vous ne voyez pas, mais qui est exploitable. Et elle est exploitable justement parce que si votre drone est incliné, du coup la caméra se retrouve inclinée, mais numériquement, vous allez dire, non, tu te redresses d'autant puisque vous allumez l'inclinaison. C'est également la même chose si vous allez, pour faire avancer le drone, c'est la même chose qu'un hélicoptère. Un hélicoptère, pour qu'il avance, il faut forcément qu'il penche son rotor. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'un hélicoptère avance, on les voit systématiquement légèrement inclinés. Quand il tourne, c'est à peu près la même chose.
C'est très schématisé ce que je dis, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Du coup, le problème avec ça, c'est que si vous inclinez le drone, forcément, si vous visez tout droit au niveau de la caméra et vous inclinez le drone, bah, vous visez plus tout droit, vous visez vers le sol. Si vous voulez toujours voir ce qui se passe tout droit, c'est-à-dire faire ça, il faut forcément qu'il y ait une correction en stabilisation. Dans le cas du Parrot, c'est numérique. Ça veut dire que le capteur vidéo va se déplacer dans sa zone potentielle où il peut filmer pour se déplacer d'autant que le drone est incliné. Et c'est le cas sur absolument tous les axes, y compris l'axe vertical, puisque le drone, il peut se corriger latéralement, il peut s'incliner avant-arrière pour justement avancer ou reculer, mais il peut également tourner sur lui-même. Et quand il tourne sur lui-même, l'exemple concret, c'est pour prendre un virage. Pour prendre un virage avec un drone, il faut deux composantes. Vous pilotez à la fois le fait d'avancer et le fait de faire tourner le drone sur lui-même. Ce qui fait que vous allez commencer à tourner. Sauf qu'il y a un effet de glisser, puisque c'est pas comme un avion ou même comme une voiture. Quand vous tournez le volant, ça tourne forcément tout de suite. Sauf si vous glissez sur la route, bien entendu. Bah, le drone, c'est exactement ce qui se passe. Dans l'air, en fait, vu qu'il il ne repose sur rien, déjà, il glisse naturellement sur l'air. Ça veut dire qu'il y a un petit temps d'adaptation où, quand vous voulez faire tourner un drone, en fait, il faut l'anticiper et il faut limite faire tourner le rôle beaucoup plus que vous ne voulez pour qu'il fasse vraiment un virage. Sinon, il a tendance à le faire, mais avec du retard en glissant sur l'air ou sur les couches d'air. Et donc du coup, quand vous le faites, vous avez la rotation selon l'axe vertical du drone, et c'est également pris en compte dans la stabilisation de la caméra et du champ de vue pour éviter que s'il y a des à-coups sur cet axe-là, vous ayez une vidéo qui tremble de droite à gauche. C'est également pris en compte. La grosse différence, par exemple, entre le Parrot et le Phantom DJI, Parrot, donc celui-là, son petit nom, c'est le Bebop. Alors exactement, celui-là, c'est le Bebop 2 Power, puisque c'est la dernière édition qu'ils ont sorti. Il a 30 minutes d'autonomie. Et sa caméra, c'est du 1080p en termes de définition. 1080, donc 1080 pixels pour la hauteur verticale de l'image. Si vous prenez le Phantom, qui est beaucoup plus gros déjà, beaucoup plus lourd aussi. Là, on est sur du 500-600 grammes, il me semble, sur le Bebop. Le Phantom, vous passez tout de suite à 1,3 kg, donc ça commence à être beaucoup plus lourd. C'est surtout que la différence, on la voit, c'est ce qui se passe en dessous. En dessous, vous avez ce qu'on appelle une gimbal. Gimbal. Vous pouvez utiliser la manière que vous voulez pour le prononcer. C'est tout simplement la stabilisation, mais version mécanique. Ça veut dire que vous avez la caméra qui est ici. Donc c'est tout simplement un module caméra qui permet de capturer. Alors ici, c'est un 1080 qui peut aller... En fait, c'est un 2,7K. Donc 2,7K, alors l'équivalent c'est que le 1080 je l'ai plus, mais en gros vous avez le 720p, le 1080p, et ensuite vous passez en général dans les arguments de vente à ce qu'on appelle la 4K. La 4K en fait c'est vous multipliez la largeur et la hauteur de l'écran, enfin la définition, pardon, le nombre de pixels disponibles sur la dalle d'écran par rapport à 1080, vous multipliez par 4. En largeur et en hauteur. C'est 1080 en hauteur, du coup vous prenez 4 fois ça et ça vous donne la définition et la précision que vous gagnez sur la qualité d'image et le grain d'image. 2,7K, ça se situe entre les deux. Donc celui-là c'est un 2,7K ou 1080. La seule différence c'est que vous avez le nombre de frames par seconde, donc le nombre d'images par seconde, qui va permettre d'avoir, lorsque vous bougez très rapidement, une fluidité dans la vidéo et non une image saccadée. Si vous tournez très vite sur le drone, plus vous avez d'images par seconde, plus le mouvement va être fluide en résultat vidéo. Et donc, ce que j'ai expliqué sur le Parrot,
Bebop, c'est exactement la même chose ici, mais en version mécanique. Ça veut dire que quand le drone va s'incliner pour avancer, la caméra va s'auto-corriger. Je vais vous le montrer, il suffit très simplement que je démarre le drone. Vous allez voir la caméra s'initialiser, c'est-à-dire qu'elle va tourner sur ces 3 axes, ça c'est son initialisation, et ensuite elle va se figer droit devant, ce qui va lui permettre en fait de stabiliser toujours droit devant. Et ensuite, quand je vais manipuler le drone, je vais le prendre, je vais l'incliner, vous allez voir que la caméra reste systématiquement toujours à plat. Ça va faire un peu de bruit. Donc là, on vient de voir en fait la caméra qui vient de s'initialiser. Alors c'est un peu sapin de Noël, là c'est normal, vous le voyez pas trop, mais c'est logique puisque il est en train de chercher ses GPS et il y a plein de codes couleurs associés aux différentes LED pour savoir ce qu'il est en train de faire. Et donc là concrètement, vous voyez, si j'incline le drone, la caméra reste systématiquement à l'horizontale. Pareil, avant-arrière. Alors là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de le faire décrocher. Voilà. Ce qui se passe, c'est que les drones ont une certaine inclinaison maximale, et si je dépasse cette inclinaison, en fait, ils considèrent que le drone a décroché, et qu'en fait, le drone est en train de tomber. C'est des cas qui n'existent pas, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'un drone à plus de 40 degrés d'inclinaison, ça n'existe pas. Et dans ce cas-là, il y a des butées mécaniques qui ont été mis forcément dans les moteurs de stabilisation. Et ce qui se passe, bah, c'est que le moteur, là la caméra elle est toujours droite, et si je dépasse les 30 ou 40 degrés, voilà, elle décroche. Il comprend pas, il essaie de s'y remettre, voilà, il comprend pas ce qui se passe. Si je reviens, il va récupérer en fait tout simplement sa stabilisation et il reprend sa routine classique. Et en fait ça c'est actif absolument tout le temps quand le drone est activé et allumé. Ça c'est ce qu'on appelle la stabilisation mécanique. Ce que fait le drone ici sur le Parrot Bebop, il le fait de la même manière mais de manière numérique. Donc c'est un traitement, vous récupérez il y a une acquisition signal vidéo et derrière il y a toute une routine algorithmique qui permet, un petit programme notamment, qui permet de faire exactement la même chose pour que la vidéo soit stable. Lui, on va l'éteindre. Et quand je l'éteins, du coup, bah, tout est lâche et donc du coup, bah, il se passe plus rien. Je peux jouer avec. Alors, faut y aller doucement parce que c'est quand même des moteurs qui sont sensibles. Donc, faut pas trop les trépatouiller. Donc voilà. Parlons un petit peu performance. Donc en termes de performance de batterie, à l'heure actuelle, un drone de ces catégories-là, ça va être entre 20 et 30 minutes d'autonomie. Ça peut paraître à la fois peu et beaucoup. Tout à l'heure, pour les petits drones, je vous disais, il y a 8-10 minutes. Là, pour des jouets, parfois, c'est très peu. Parce que quand on commence à s'amuser, moins de 10 minutes, parfois, c'est très frustrant. Donc, il faut toujours avoir une ou deux batteries à côté. Vous faites atterrir le drone, vous rechangez la batterie. C'est pareil pour les gros drones, sauf que pour les gros drones, quand vous commencez à avoir 20 minutes, 20, 25, voire 30 minutes, et que vous l'utilisez vraiment pour faire de la vidéo, bah mine de rien, vous êtes concentré sur ce que vous faites. 20 minutes, ça commence à être pas mal. 30 minutes, vous commencez à le sentir. Et au bout de 30 minutes, c'est vraiment bien de pouvoir faire une pause, de poser le drone, changer sa batterie et repartir un petit peu après. En 30 minutes, vous avez vraiment la possibilité de faire des beaux shootings vidéo, faire des beaux travelling, des déplacements. Donc c'est vraiment intéressant. En termes d'altitude et de distance, on va commencer par la distance. L'éloignement par rapport au pilote. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Sauf que on peut croiser ça avec les règles de bonne conduite et les procédures ou les réglementations, les normes en vigueur. Et c'est amusant parce que là, on va avoir des contradictions en fait. En termes d'éloignement, on peut viser le kilomètre sans aucun souci.
Ça veut dire que votre drone est à 1 km et vous êtes en train de le piloter. Techniquement, vous ne le voyez plus. À partir de 250 mètres, 300 mètres, même ces gros drones-là, vous ne les voyez plus à l'œil nu. C'est un point et vous ne le distinguez plus. Euh, Ce qui veut dire que tout ce qu'il est en train de filmer, j'arrive justement à la partie streaming, et je reviendrai un petit peu après sur la partie performance et éloignement. La caméra qui a le flux vidéo l'enregistre en direct sur des cartes mémoire qui sont dans les carlingues des drones. Ça permet d'avoir une capture avec le signal initial, donc 1080p, 2,7K, 4K en fonction de la performance de votre drone. Sachant que bien sûr, plus votre drone a une résolution grande, en général, plus il est cher. Ça commence à s'inverser, c'était très vrai il y a encore un an et demi. Maintenant, ça commence à être lissé, parce que tout le monde est arrivé au 4K, pratiquement. Parrot, on va y arriver, c'est pas encore le cas, mais on y travaille. Donc voilà. Le flux vidéo, il va être streamé. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je suis en train de faire avec vous. J'ai un live vidéo, il est retransmis en direct sur YouTube. Pas sur YouTube, sur un flux, sur une chaîne vidéo, pardon. Enfin, YouTube, Dailymotion, une chaîne vidéo, voire même ce qui se passe sur Facebook quand on fait des lives. C'est ce qu'on appelle du streaming. Je pense pas que je vous l'apprenne. Il se passe la même chose avec les drones, c'est-à-dire que le flux vidéo va être streamé dans une qualité inférieure, en général 720p, puisque ça sert à rien d'envoyer le 1080, ça serait déjà beaucoup trop long en termes de données, puisqu'on parle déjà de beaucoup de dizaines de mégas à la seconde, si c'est du 1080. Du coup, d'autant plus que c'est streamé et le retour se fait via une tablette ou même un smartphone, donc encore plus petit. Qui va être monté. Alors dans ce cas-là, par exemple, là c'est la manette du Phantom. Donc j'ai la manette avec les joysticks sur laquelle j'ai monté une tablette. Alors c'est assez lourd parce que la tablette déjà fait son poids, la manette fait également son propre poids. Donc ajouter les deux, ça commence à être assez lourd. C'est pour ça que j'ai un petit harnais qui s'accroche au milieu de la manette. Mais c'est surtout qu'en fait, ici, en fait, sur la tablette, j'obtiens la vidéo de ce que voit le drone. Ce qui permet, quand on dépasse les 300 mètres, on ne sait absolument plus où il est, de pouvoir piloter à vue directement, mais à vue au sens selon la vue du drone. En gros, on le pilote en FPV. Mais il est également possible, et c'est là où ça devient intéressant notamment, alors pas avec le Phantom, parce que le Phantom n'est pas prévu pour ça à la base. Par contre, le Bebop le fait très bien, et encore plus sur les toutes dernières versions, à savoir celui-là, le Power. Avec un casque de réalité augmentée, vous mettez votre smartphone devant, vous l'adaptez, vous fermez le clapet, vous prenez le masque, vous le mettez sur vous-même, et vous avez une version immersive comme si vous étiez l'œil du drone, mais au sens littéral du terme. Pour ceux qui ont essayé la VR, les casques de réalité augmentée virtuelle, je pense qu'ils savent de quoi je parle, sur des jeux vidéo, sur des simulations. Là, c'est le cas. Sauf que c'est pas la simulation, c'est vraiment la vidéo que voit le drone qui vous est retransmise. Donc en gros, c'est comme si vous étiez assis dans le drone et vous le pilotez. Vous pouvez également, avec justement le Bebop, également faire des loopings pendant que vous êtes en train de piloter. Ça vous fait des loopings tonaux, des loopings avant, arrière, salto. Enfin, vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton, c'est une routine automatisée. Au contraire des drones racers où ça va être un pilotage bien spécifique. Donc le FPV, ça a vraiment un intérêt si vous voulez vous amuser à faire purement du déplacement aérien pour avoir des sensations intéressantes. Il vaut mieux faire ça assis d'ailleurs, hein, parce qu'on est très vite déstabilisé, comme sur les casques VR quand on est dans des jeux vidéo. Surtout si c'est jeux vidéo du style je suis sur un dragon, je vole et je fais des loopings. Pour l'avoir testé, c'est quand même franchement sympa. Vous pourrez pas faire de looping avec les drones du type Phantom, puisqu'ils sont vraiment dédiés à faire de la vidéo et de la photo de très très bonne qualité et surtout stabilisée.
Je vais d'ailleurs vous montrer je vais lancer une vidéo en fait, juste sur l'écran derrière moi, qui sont des vidéos qu'on a réalisées pour les flux Headbang des Geek Ferries, qui sont notamment les vidéos que j'ai fait en shooting sur alors là je vais commencer par le château de Celles-sur-Cher, où se déroulent les Geek Ferries IRL, qu'on avait shooté il y a déjà un petit moment. Alors, château de Celles-sur-Cher, c'est celui-là. Hop. Non. Non, 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 tu ne me copies pas. C'est pas ça que je veux faire. Hop, voilà. Tout simplement. Donc voilà, je vous laisse le regarder. La vidéo, vous pouvez la trouver sur les flux Headbang si vous voulez la relire, la revoir. Et elle existe également avec la discussion que j'avais eue avec Nicolas, le châtelain de Celles-sur-Cher, où on avait commenté en fait la vidéo pendant ce temps. Ouais. Je sais pas ce qu'à mon ordi il rame un peu, c'est pas logique qu'il fasse ça, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc toutes ces vidéos là, en fait, elle est entièrement réalisée avec le drone, donc avec celui qui est à droite, le DJI Phantom. Et vous voyez que c'est assez fluide et c'est surtout très stabilisé, c'est-à-dire que ça, à part le fait de bouger le drone, vous n'avez pas de tremblement. Il y a également les gimbals, le côté vibration, parce que tout le drone enfin surtout les moteurs créent des vibrations qui sont transmis via les pièces plastiques, donc via la structure du drone, qui sont également transmis absolument à tout le drone. Et c'est pour ça que sur la gimbal du Phantom, elle est montée sur 4 plots en élastomère qui permettent justement de filtrer déjà les vibrations. C'est également le cas pour le Bebop, mais c'est fait encore une fois via des algorithmes, puisque c'est les effets tremblement, wobble, vibration et fréquences également sont traités par vibration. Cela dit, alors on ne le voit pas parce que les rebords sont à l'intérieur, mais la caméra et l'ensemble de l'électronique est monté sur des plots vibrants, des plots pardon, vibrants, n'importe quoi, des plots élastomères pour justement annuler ou du moins supprimer toutes les vibrations venant des moteurs sur la structure centrale. Donc, on va revenir à tout ce qui est, altitude et distance. Je disais qu'on pouvait aller très facilement à 1 km. Techniquement, on peut même aller à beaucoup plus que ça. Un drone usuel, on considère que jusqu'à 1 km, c'est même normal qu'il y aille. Techniquement, hein, j'entends. Pas forcément selon la loi. Il y en a qui peuvent atteindre les 2 km, mais on peut même atteindre, dans certaines conditions bien particulières, jusqu'à 5 km. Alors, bien entendu, si vous allez à 5 km avec un drone et que vous voulez revenir, en fonction des vents que vous avez quand vous pilotez, si vous partez avec le vent dans le dos, c'est-à-dire que le drone est porté, vous n'allez jamais revenir à bon port avant la fin de la batterie. Ce qui veut dire qu'il faut prendre en compte la météo, il faut prendre en compte les vents dominants, il faut prendre en compte la décharge de la batterie et tout ça. Mais ça s'est déjà vu, notamment avec un fantôme. J'ai déjà vu des vidéos. Alors dans des lieux où il y a très peu de perturbations électromagnétiques, donc très peu de réseaux, d'antennes ou autres, pas d'arbres, rien. Par exemple, au-dessus de lagons ou dans les montagnes, ça marche assez bien en fait. Et on peut très bien emmener des drones à 3 km. Au niveau de la réglementation, par contre, il y a des règles, comme partout. C'est comme quand vous avez une grosse voiture avec 5 vitesses, voire une sixième, et que vous pouvez la monter à 200 km/h. C'est pas parce que la voiture vous permet de monter à 200 km/h que vous êtes autorisé à le faire sur les routes. Et je vous le rappelle, en général, c'est 130 maximum sur les routes, et c'est les autoroutes d'ailleurs. Les drones, c'est exactement pareil. Vous avez les performances techniques possibles et vous avez la réglementation qui vous indique que c'est pas parce que votre drone peut aller à 5 km que vous avez le droit de le faire. Il y a une règle de base qui dit qu'un drone doit toujours être à vue lorsqu'on le pilote. À vue, j'entends visible.
je vous le disais tout à l'heure, à partir de 250-300 mètres, on considère qu'il n'est plus visible. De ce point de vue-là, on comprend tout de suite que on peut dériver très rapidement dans l'utilisation d'un drone. Parce que c'est quand même très intéressant de faire des shootings vidéo à très grande portée et de se redéplacer pour faire tout un travelling sur par exemple un cours d'eau sur à peu près 2 ou 3 km. C'est très facile à faire si vous vous mettez au milieu, vous emmenez le drone à 1,5 km en amont, vous suivez le cours d'eau et vous dépassez d'1,5 km. Vous avez parcouru 3 km de trajet, suivant éventuellement en route directe ou en suivant un cours d'eau qui serait sinueux. Ça vous fait des shootings vidéo superbes. Mais techniquement, vous êtes déjà d'une certaine manière en infraction avec la règle qui dit que vous devez toujours avoir votre drone à vue. Ensuite, il n'y a pas que l'éloignement, il y a également l'altitude. Alors ça, c'est un grand débat puisque ça n'arrête pas de bouger. Le seuil que moi je prends tout le temps en référence, en France, alors je vais me limiter aux règles françaises parce que c'est celles que je connais le mieux, bien que il faudrait que je me réactualise parce qu'il me semble que ça a déjà changé. Au-delà de 150 mètres d'altitude, par rapport au sol, toujours, au point où vous êtes, vous rentrez dans ce qu'on appelle le domaine d'aviation. À savoir, c'est un domaine qui est interdit à tout aéronef s'il n'est pas déclaré, s'il n'a pas de balise ou autre, puisque vous pouvez croiser tout type d'avion. Je ne vous parle même pas de ce qui se passe, au niveau de tout ce qui est proximité avec aérodrome, aéroport ou autre. Puisque il y a des zones bien précises où vous pouvez voler, il y a des zones où vous ne pouvez pas voler, et elles sont plutôt nombreuses en France, il y a des cartes spécifiques pour ça. Et il y a des zones de proximité en fonction d'où vous êtes, vous avez des paliers d'altitude. Quand je dis que le maximum c'est 150 mètres, en fait c'est vrai et c'est faux. S'il n'y a absolument aucune zone spécifique sur la carte, pas d'aérodrome à proximité, pas d'aéroport, pas de zone interdite. Il y a des zones qui sont interdites tout court. Techniquement, vous pouvez monter jusqu'à 150 mètres. Mais il y a une règle qui vient contrer celle-ci, par exemple, c'est les zones de ville. Il est interdit de voler au-dessus d'une ville, d'un village, d'un lieu privé, déjà en plus. Mais toutes les villes sont interdites. Donc ça vous enlève déjà pas mal de trucs, et surtout si vous voulez faire des shootings vidéo sur les villes, ça enlève beaucoup d'intérêt parce que techniquement vous ne pouvez pas. Si vous voulez faire un shooting vidéo ou prendre même des photos tout simplement, autour d'un château, si vous volez en dehors de la propriété du château, si tant est que vous sachiez déjà où se situent les limites de la propriété du château, parce qu'en général vous avez tout un domaine autour. Vous devez obligatoirement demander, selon les pratiques normales, l'accord au propriétaire, puisque vous êtes en train de filmer une propriété privée. C'est pour ça qu'il est interdit normalement enfin, je dis normalement parce que tout le monde le fait, c'est pour ça, mais vraiment, il est interdit de faire décoller un drone au-dessus d'une propriété, par exemple, de votre jardin, si vous êtes dans un lieu où il y a d'autres maisons autour, techniquement dans une ville. Déjà dans la ville, vous n'avez pas le droit. Au-dessus de votre propriété privée, techniquement, vous avez le droit, mais si vous commencez à dépasser suffisamment la hauteur, ne serait-ce que de 5 mètres, vous activez la vidéo et que vous voyez ce qui se passe chez le voisin, ça s'appelle déjà de l'espionnage. Ou un problème avec la vie privée des autres. C'est l'équivalent des réglementations sur les Velux et sur les fenêtres qui donnent sur la visibilité chez le voisin. Donc en fait, il y a beaucoup de pratiques et de réglementations classiques que malheureusement beaucoup de personnes ne prennent pas en compte. Il n'est pas rare de trouver plein de vidéos sur les drones qui, elles sont très belles, mais la majorité du temps, il y a au moins 3 ou 4 règles qui sont déjà bafouées dès le départ. Beaucoup de vidéos se font notamment au-dessus des villes comme New York ou des villes très intéressantes ou des carrefours avec de la circulation ou de nuit. Faire voler un drone de nuit, en théorie, c'est pas accepté.
faut le savoir. Puisqu'on considère qu'on ne peut pas le voir, même avec ses LED, et que c'est dangereux parce que vous pouvez le perdre. Encore plus, puisque là, pour le coup, il est encore moins visible. Mais ça fait des plans photos ou des plans vidéo qui sont magnifiques. Oui, mais techniquement, c'est interdit. Euh, Au niveau des proximités avec les aéroports ou les aérodromes, les zones qui sont réglementées, plus vous vous rapprochez d'une zone de ce type-là, plus vous avez des paliers dégressifs qui sont à prendre en compte. Si par exemple c'est un petit aérodrome, alors la carte vous donne exactement les largeurs des zones, ce sont des bandes en fait. Vous prenez la piste principale de l'aéroport ou de l'aérodrome et vous faites des pistes parallèles de chaque côté. Il y a des codes couleurs, le rouge vous n'avez pas le droit, ensuite il y a du jaune, il y a du vert et il y a du orange. Donc vert, jaune, orange, rouge, c'est assez simple en fait en termes de coloration. Si vous prenez le palier classique de 150 mètres d'altitude, quand vous arrivez dans la zone verte, vous devez déjà descendre à 100 mètres. La zone jaune, c'est 50 mètres. La zone orange, c'est 20 mètres. Et la zone rouge, c'est interdit. Et le problème, c'est que ça, sur les gros aéroports, si vous prenez Roissy, la zone de Roissy, elle est énorme autour. En fait, techniquement, la zone de Roissy, elle est confondue avec la zone de Paris et Paris banlieue. Autour de Paris, avant de pouvoir faire du vol avec des drones, il faut vraiment s'accrocher, il faut aller dans les champs. Donc il faut vraiment s'éloigner. Il y a aussi des zones assez intéressantes, par exemple une zone que je connais bien puisque je suis originaire de là-bas, Méréville, en dessous des Tempes, à la fin de l'Île-de-France Sud. En gros, Méréville est une zone où, à part au-dessus de la ville, qui est bien sûr interdite puisque c'est une ville, on peut tourner autour de Méréville. Il faut faire attention parce qu'il y a des petits aérodromes pour les parapentes et les ULM. Mais c'est une enclave où on a le droit de voler, qui est elle-même compris dans une enclave, une zone géographique où il est purement interdit, ce qu'on appelle une CTR, une zone de restriction totale, où on n'a pas le droit de voler. Et en fait, c'est la zone qui est concernée par la zone d'occupation de vol et d'entraînement du GIGN. Parce qu'en fait, il y a une base de GIGN qui est pas très loin à Montdésir, entre Méréville et Étampes. Et en fait, ils ont toute une zone comme ça, aérienne. Et aussi bizarrement que ça puisse paraître, Méréville est une petite zone à l'intérieur où on a le droit de voler, mais qui est elle-même comprise dans une zone où on n'a pas le droit de voler. Et en fait, des exemples comme ça, il y en a énormément en France. Par exemple, tout le littoral français atlantique est interdit. C'est-à-dire que techniquement, je crois que vous pouvez éventuellement survoler les plages, et encore, puisqu'on ne vole pas au-dessus de public. Le public, c'est déjà une personne. Hein. Une personne sur une plage qui fait 500 mètres, c'est du public. Techniquement, vous n'avez pas le droit de voler dessus, ou au-dessus. Et dès que vous allez au-dessus de la mer, bah, vous êtes dans ce qu'on appelle le domaine maritime atlantique, et vous n'avez pas le droit de voler non plus. Donc en fait, si on commence à enlever toutes les zones de restriction, on se rend compte que faut vraiment regarder où on arrive quand on veut faire un shooting vidéo. Puisque très souvent, on se dit, voilà, il y a un monument qui est très sympa, on pourrait faire un point d'intérêt, c'est-à-dire qu'on vise le monument, par exemple un château, et on tourne tout autour pour faire, par exemple, un balayage à 360 degrés tout autour. Et bien, il y a des fois, c'est pas possible parce que à 5 km, vous avez un aérodrome, et cet aérodrome fait que sa zone de restriction, elle englobe le château. Et ça arrive assez souvent, beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc ça nécessite quand même de s'interroger sur est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce que je ne suis pas en infraction? Après, comme d'habitude, vous pouvez très bien vouloir enfreindre ces lois. C'est à vos risques et périls parce que de plus en plus, en fait, il y a des dérives avec les drones et ceux qui font n'importe quoi vont porter préjudice à ceux qui respectent les règles en fait. Mais c'est toujours la minorité qui fait n'importe quoi et c'est la majorité qui va prendre. C'est pour ça qu'en fait les réglementations sont en constante évolution. Par exemple, j'ai eu une discussion, je crois il y a pas plus tard, il y a 2 jours, sur le palier des 150 mètres d'altitude en France. Il paraît qu'il est en train de descendre.
il serait limité à 50 mètres. Il y a des réglementations en fonction des poids des drones. J'en ai pas parlé, j'ai pas eu le temps, mais je vous ai dit que le Bebop fait 5 à 600 grammes, le Phantom 3 fait 1,3 kg. Il y a une réglementation qui, alors comment on appelle ça, l'article est passé, par contre le décret n'a pas été acté. À une limite de 800 grammes. Au-dessus de 800 grammes, il faudra des autorisations et sûrement une formation avec un brevet pilote de drone. En dessous de 800 grammes, peut-être pas, mais il faudra peut-être déclarer son drone. Il y a une réglementation qui est en train de se profiler aux alentours des 250 grammes, qui est tout simplement la distinction entre les drones semi-pro, ce qu'on appelle les drones consumer ici, et les drones jouets. Un drone jouet techniquement n'est pas concerné par les mêmes réglementations que les drones vidéo. À savoir que vous pouvez l'utiliser pratiquement partout parce que techniquement au bout de 20 mètres vous allez perdre son signal puisque ce sont que des petites antennes soit Bluetooth, soit RF ou infrarouge. Du coup, la masse d'un drone jouet, 70 grammes, pour que ça vous fasse mal en vous tombant sur le crâne, faut y aller. Un drone d'1,3 kg qui tombe à la verticale et qui était à une centaine de mètres, c'est pas du tout pareil. Ça peut vous fracasser littéralement. Un drone de 600 grammes aussi, à mon avis. Donc voilà. Naya, tu as une question sur les drones? Voilà, non, sur les drones, effectivement, des fois je me pose la question, en fait, qu'est-ce qu'on va finir par nous laisser? Très bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on va nous faire par le laisser? C'est ce que j'étais en train de dire. En fonction des réglementations qui sont en train d'évoluer, c'est très compliqué de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que la notion d'enregistrement du drone à l'achat avec une adresse de contact, c'est pas le cas à l'heure actuelle, hein. Ça va devenir obligatoire. C'est juste la première des choses à faire en fait. Mais c'est surtout que quand on commence à avoir des drones qui peuvent faire de la vidéo et qui sont pour un certain poids, une certaine taille, il va y avoir certainement des mini-brevets ou des brevets pilotes, un minimum, pour savoir le piloter. Combien de vidéos on voit des gars qui sortent le drone, qui le... Je connais une vidéo qui me fait mourir de rire à chaque fois. Enfin, mourir de rire et honte à chaque fois en même temps, parce que le gars a reçu un fantôme de ce type-là. Et la première chose qu'il fait, sans absolument rien connaître, c'est qu'il le fait démarrer dans une salle qui est plus petite que là où je suis. Ça finit dans les stores de ça tape un mur, on voit très bien les deux marques d'hélice parce que c'est un placo, et ça finit dans un store, le truc s'enchevêtre dans un store lamellaire de fenêtres. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Alors, la première pub que j'ai vue pour un drone, c'était effectivement à l'intérieur d'une maison, d'un appart, où donc c'était un tout petit, c'était un mode jouet, mais la façon dont c'était présenté, c'était de l'ultra technologie et pas le jouet pour les gamins, et c'était dans l'appart. Donc voilà, le truc allait sur la table basse, dans la cuisine, etc. Donc je pense que au départ, certainement, la culture drone allait sur la partie gadget intérieure, en fait. Ah, mais, bien sûr, de toute façon, je disais, il y a énormément de petits drones qui existent, qui ont maintenant pratiquement tous une caméra embarquée qui permet de les piloter un peu comme on pilote les gros en vue à la première personne, qui sont anti-choc. Et en fait, ça devient des tout petits drones de racing en fait. Et ça se fait de plus en plus, ça, clairement. En fait, ce qui a bénéficié, tous les gros drones qui ont un peu pas défraîchi, débroussaillé les technologies. Avec le temps, tout ce qui est technologie électronique, puisque c'est principalement l'électronique, la composante électronique, vient à être miniaturisé. C'est vrai pour absolument toute l'électronique, que ce soit les tablettes, que ce soit les smartphones, que ce soit les drones, absolument tout. Donc du coup, ce qui a profité et ce qui a été recherché sur les gros, profite aux petits, de toute manière. Au tout départ de la conférence, je disais que les drones, techniquement, on pouvait considérer que ça avait une centaine d'années, parce que dès le départ de l'aviation, l'humain a essayé de faire on va dire, des pseudo-avions autonomes. C'est-à-dire qu'en gros, vous les lancez, c'est un peu comme les torpilles, on les lance et ils atteignent leur but ou pas. C'était considéré comme des drones. Les drones actuels dont je suis en train de parler, on peut considérer que ça a une dizaine d'années tout au plus. Le tout premier qui a été sorti par Parrot et qui a commencé à faire connaître ce qu'était un drone, quadrimoteur, c'est l'Air Drone. L'Air Drone, c'est 2010. C'est il y a 8 ans seulement. Avant ça,
Le seul moyen de pouvoir faire des captations vidéo, c'était pour les reportages, hein. Ça, c'est un domaine que j'aurais pu aborder aussi, mais j'ai pas assez de temps pour ça. Quasiment tous les reportages que vous voyez maintenant à la télévision, et pas que à la télévision d'ailleurs, sont en général faits à partir de drones du type Phantom ou un peu plus gros. Avant, c'était systématiquement location d'un avion, location d'un hélicoptère, location d'un ULM. Ça coûte très cher. Maintenant, vous pouvez le faire. Limite, c'est le technicien qui a son propre drone qui peut le faire. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça parce que dans le professionnel, ils sont obligés d'avoir des licences là pour le coup. Mais voilà. Donc, Ça a énormément impacté sur l'industrie du tourisme. oui, parce que comme ça, les châteaux, les moindres villes, les moindres propriétaires peuvent faire un petit spot eux-mêmes. Alors, ça nécessite de savoir faire un peu de montage vidéo, mais c'est pareil, ça devient accessible à tout le monde, ça. Surtout au niveau prix, c'est beaucoup moins cher. Ah oui, oui, c'est sûr. Oui, parce que par exemple, location d'un ULM ou d'un hélicoptère à la journée, alors l'hélicoptère, je suis pas sûr, mais ne serait-ce que l'ULM, je crois que c'est 6 à 7 000 euros pour une demi-journée ou une heure, je crois. À l'hélicoptère, je crois que c'est 6 à 7 000 pour une heure. Le drone, 6 à 7 000, vous avez un sacré drone professionnel qui peut vous servir au moins 3 ans, minimum. Et après, c'est juste du pilotage. Donc voilà, c'est pas particulier. Donc voilà, je vais te laisser la place parce que. Ouais. Donc voilà. Euh, alors, les deux ont été testés, il faut simplement qu'ils soient. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Je vais vous laisser vous installer, moi. Ouais, peut-être le temps que j'enlève tout mon bordel. Donc voilà. Donc quant à moi, je vous retrouve d'ici à peu près une heure pour une grosse conférence table ronde d'environ 4 heures sur le jeu de rôle grandeur nature. Quoi c'est que ce truc? À tout à l'heure.